L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter le troisième chapitre d'histoire du programme de 6e qui s'appelle « Premiers États et premières écritures dans l'Orient ancien du 4e au 1er millénaire avant Jésus-Christ ». Pour suivre cette vidéo, vous aurez besoin de votre manuel, pages 46 à 61. Je commence par la page 48 avec cette sculpture qui vous montre un roi de Mésopotamie avec à sa main de l'eau qui jaillit. En effet, vous allez voir que les premières écritures et les premiers états sont nés dans le croissant dit fertile parce qu'arrosé par les trois principaux fleuves. Ces fleuves se trouvent en Mésopotamie et en Égypte. Il s'agit du Nil, du Tigre et de l'Euphrate. De part et d'autre de ces trois fleuves vont se développer des vallées fertiles et la vie va se concentrer à cet endroit-là et c'est là que les premiers États vont naître. L'exercice que je vous ai proposé, c'est un exercice difficile mais en même temps très utile parce qu'il vous permet de schématiser une carte. Pour schématiser cette carte, vous avez besoin du bic bleu pour placer le nom des mers et des fleuves, d'un bic noir pour positionner les États ou les régions, d'un bic rouge pour positionner la cité-État que nous allons étudier qui s'appelle la cité-État d'Our, et enfin de crayons de couleur pour colorier les vallées fertiles en forme de croissant. Je vous propose ma schématisation qui reprend les éléments que je vous ai donnés et qui est au plus simple, essaie de positionner donc les mers de part et d'autre de ce croissant ainsi que les deux vallées. Donc il faudra rajouter les mots Nil, Tigre et Euphrate en bleu. Nous allons commencer par un grand A qui s'appelle « Vivre dans une cité-État en Mésopotamie au 3e millénaire avant Jésus-Christ ». Pour travailler sur cette cité-État d'Our, vous aurez besoin des pages 50 et 51. Nous allons découvrir les documents pour ensuite réaliser cette carte mentale, qu'on peut appeler aussi cet organigramme, qui permet de présenter 4 aspects de la cité-État d'Our, c'est-à-dire son territoire, son roi, sa religion et ses habitants. Voici une reconstitution de la cité-État d'Our. Vous pouvez, si vous souhaitez gagner des points supplémentaires sur votre note de cahier, reproduire cette reconstitution avec votre propre main. Les documents nous permettent dans un premier temps de présenter le roi de cette cité qui s'appelle Ur-Nammu et qui prétend descendre du ciel, plus exactement que sa personne est à la fois donc terrestre et divine. Puisqu'il a un pouvoir divin, il s'engage à protéger la ville, donc en plus d'être un roi divin, il est un roi guerrier. Pour reconstituer l'image mentale, on va donc préciser que la cité d'Our, c'est une cité qui se trouve à Sumer, puis dans toute la Mésopotamie, parce que donc les rois vont faire des conquêtes, et ça nous permettra de donner la définition d'une cité-État. Une cité-État, c'est un territoire comprenant une ville fortifiée et les campagnes qui l'entourent. Cette cité d'Our
elle est gouvernée par un roi, qui se trouve donc à la tête de cette cité. Et ce roi, il domine des habitants qui obéissent donc au même gouvernement et aux mêmes lois, et qui travaillent principalement dans les champs en tant qu'agriculteurs et éleveurs. Ur-Nammu, qui est un des rois les plus célèbres de la cité d'Ur, a été choisi par les dieux comme protecteur de son peuple et chef de guerre. C'est pour cela qu'il porte une corde et un bâton. La religion est donc fondamentale pour comprendre l'organisation politique de la cité, et le roi est garant de cette religion, et c'est pourquoi il fait construire des zigguras, c'est-à-dire des temples, et qu'il organise des cultes autour d'offrandes à ces dieux, parce que les habitants de Mésopotamie sont polythéistes, et notamment ils croient dans le dieu du soleil qui s'appelle Uta, et dans le dieu lune qui s'appelle Nana. Et d'ailleurs, le roi se revendique un lien avec le dieu lune. Alors, ça, c'était notre grand A. Nous allons faire un comparatif avec l'Égypte dans le cadre du grand B. On va étudier donc qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le royaume d'Égypte au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Pour cela, on aura besoin des pages 52-53. Et là, on va voir que même s'il y a des différences, il y a aussi beaucoup de points communs. On va procéder de la même manière que la carte mentale précédente, et on va découvrir les documents du manuel. Ce premier document est fondamental. On commence l'étude de l'Égypte par l'étude du mythe fondateur, qui est le mythe d'Osiris. En effet, Osiris aurait été le premier des pharaons, c'est-à-dire le premier des chefs politiques, qu'on pourrait appeler des rois de l'Égypte, et en tant que pharaon, il était célèbre pour être à la fois bon, juste et sage. Il était tellement aimé que son frère Seth a été jaloux de lui et a désiré le tuer. Osiris avait une sœur qui était aussi son épouse et qui s'appelait Isis, et cette sœur va procéder à sa résurrection avec l'aide du dieu Anubis. Le fait qu'Osiris ait réussi à renaître après avoir été tué et même découpé en 14 morceaux, ça fait de lui le dieu du royaume des morts, et c'est Osiris qui va aider les Égyptiens à atteindre les portes de l'éternité. Ce qui est intéressant d'un point de vue politique, c'est la croyance des Égyptiens dans l'idée que le fils d'Osiris et d'Isis va prendre la succession de son père en tant que pharaon. Donc Horus est le descendant d'Osiris et d'Isis et va devenir pharaon. Ça veut dire que tous les pharaons qui vont lui succéder ont la prétention de descendre d'Osiris. Dans le manuel, vous retrouvez cette fois donc des vrais pharaons qui ont existé, tels que Ramsès III ou Toutankhamon, et on peut avoir donc la confirmation que les pharaons sont à la fois des chefs militaires, mais aussi des hommes qui se considèrent comme de véritables dieux vivants et sont à même d'assurer l'ordre et l'équilibre du monde, et c'est pourquoi ils ont un certain nombre d'attributs tels que le sceptre pour guider le peuple, le fouet pour menacer leurs ennemis, le serpent cobra qui protège le pharaon, et bien sûr la barbe postiche, symbole de l'immortalité. Les pharaons menaient de grands travaux et demandaient souvent à leurs paysans de payer des impôts en plus des corvées que ces paysans leur devaient. C'est pourquoi ils ont été des grands bâtisseurs,
telles que les 3 pyramides qui se trouvent sur le plateau de Gizeh. Rien que la pyramide de Khéops a utilisé 6 millions de blocs de pierre et a mobilisé le travail de 30 000 ouvriers, c'est-à-dire 2 fois la ville de Briançon, étalée sur 30 ans de travaux. Si on reconstitue maintenant le récapitulatif de l'Égypte antique, il faudra retenir que l'Égypte a bénéficié donc du Nil et que grâce au Nil, les terres sont fertiles et arrosées, alors que de part et d'autre du Nil, le climat est désertique. Donc sans la présence du Nil, l'Égypte n'aurait pas pu développer une telle civilisation. La plupart des habitants sont des paysans qui payent l'impôt, et lors de ces conquêtes, les pharaons parviennent à utiliser les prisonniers de guerre comme des esclaves. La société égyptienne est très hiérarchisée, ça veut dire que tous les êtres humains ne sont pas égaux. À la tête de l'Égypte se trouve donc le pharaon qui se prétend être le descendant d'Osiris, et donc prétend le pharaon qu'il est créé par les dieux pour assurer l'ordre et l'équilibre du monde, et tous les pharaons sont dotés d'un certain nombre de symboles tels que la barbe postiche, le cobra, le sceptre et le fouet. Les Égyptiens sont eux aussi polythéistes, et parmi donc tout le panthéon des dieux égyptiens, on pourra retenir Osiris, qui, je vous le rappelle, était le premier des pharaons, mais surtout qui va devenir le dieu des morts, puisque les Égyptiens croient en la vie éternelle, et c'est pourquoi ils ont besoin de momifier les corps et de les cacher dans des pyramides quand la personne est suffisamment importante, et notamment quand il s'agit d'un pharaon. Pour récapituler sur l'Égypte, on peut aussi laisser en trace écrite ces paragraphes. L'Égypte est un don du Nil. Il permet d'arroser et de fertiliser la terre grâce au limon de la crue. Il s'agit d'une société agraire, c'est-à-dire principalement constituée de paysans, et d'une société hiérarchisée, puisque vous avez des gens très importants tels que évidemment le pharaon, sa famille, les nobles et les scribes, et par contre vous avez aussi des personnes de catégorie sociale très basse telles que les esclaves. Le pharaon dirige le royaume, il se prétend être comme le descendant d'Osiris, et les Égyptiens étaient polythéistes. En plus de la naissance des premiers États, dans le croissant fertile, on va voir naître l'écriture. Cette écriture, elle est présentée au dossier page 46 et page 49, plus paragraphe B, page 56. L'écriture cunéiforme est née en 3300 avant Jésus-Christ et les hiéroglyphes 3200 avant Jésus-Christ. L'écriture cunéiforme est née en Mésopotamie alors que les hiéroglyphes sont égyptiens. On a retrouvé de l'écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile humide et des hiéroglyphes sur de la pierre, notamment tombale, ou sur des papyrus. Dans les deux cas, écrire était compliqué, c'est pourquoi c'était un véritable métier, et ce sont les scribes qui savaient écrire. On a retrouvé des décomptes d'écriture cunéiforme, on a retrouvé aussi des textes religieux parmi les hiéroglyphes. En tout cas, l'objectif de l'écriture, que ce soit pour l'écriture cunéiforme ou l'écriture d'Égypte, c'est que cette écriture était utile à l'organisation des premiers États. On a retrouvé des contrats, des textes de loi, des légendes, des histoires et des mythes. Ainsi, dans le cahier, on pourra noter que l'écriture a été inventée au 4e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie et en Égypte.
Elle est maîtrisée par des scribes qui inscrivent les lois, font des recensements en vue de faire payer l'impôt notamment, ou relatent des mythes. Je vous remercie pour votre attention.